Donc, je commence. Bonjour. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous pour ce webinaire dédié aux 5 clés de la réussite professionnelle et personnelle. Avant de commencer ce webinaire, je souhaiterais vous présenter la chambre en quelques mots. Les chiffres clés sont devant vous. Je ne vais pas donc les lire. En revanche, je vais m'accentuer sur 3 mots-clés: promouvoir, supporter et connecter. Donc, promouvoir. La chambre aide par exemple les entreprises. Qui souhaitent avoir plus de visibilité auprès donc, de la communauté d'affaires française au Vietnam. Nous supportons les entreprises françaises à chaque étape de leur développement de projet au Vietnam. Ensuite, connecter. Donc, la chambre organise régulièrement, si je puis dire, des événements de networking qui permettent aux sociétés et aux particuliers donc d'élargir leur réseau. La chambre propose plusieurs services et adapte ces services à chaque client. Donc, parmi les services que la chambre propose, nous avons celui, parmi donc, les services que la chambre propose, le service recrutement et formation. Donc, je m'occupe de ce service. Pour la partie donc recrutement, nous aidons les candidats à trouver leur nouveau travail et nous supportons les entreprises à trouver leurs nouveaux collaborateurs. Pour la partie formation, nous aidons, la chambre aide les employés, les employeurs à approfondir et à développer leurs connaissances et compétences avec le support des formateurs expérimentés et de leur expertise dans leur domaine de prédilection. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la chambre. Voici les coordonnées. Donc maintenant, je vais donc laisser la parole à Christophe et ensuite François de Praxis Développement. Hop. Bien. Merci Jacqueline. Hop. Je fais juste ça. Check. Afficher cette fenêtre. Parfait. Hop. Je vous la réaffiche. Eh bien, bonjour à tous, parce que je vois qu'il y a encore des derniers qui nous rejoignent. Merci en tout cas de venir participer à ce premier webinaire qu'on a l'opportunité d'animer pour vous, la CCI FV. Merci à Jacqueline qui nous a mis en contact et qui nous a permis aujourd'hui de faire ce premier séminaire. Je vois que tout le monde nous a envoyé des photos, enfin tout le monde. Vous avez participé en tout cas à cette première animation, donc c'est top, merci. Si on regarde, hop, si je fais ça, terminer l'activité, et là on a une image des différentes personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc merci. 2-3 mots pour me présenter, pardon. Donc je suis Christophe Fourgeau, je suis un des 2 dirigeants de Praxis Développement. C'est une entreprise de service auprès des autres entreprises. Notre métier à nous, c'est de permettre aux entreprises de conduire correctement les transformations nécessaires et de permettre les collaborateurs, les hommes et les femmes d'entreprise, à atteindre plus rapidement et plus facilement leur objectif. On a différentes spécialités, on est une équipe d'une dizaine de consultants, on a tous des expertises différentes en fonction de notre passé, mais on a tous une même mission qu'on partage, c'est qu'on veut vraiment être pragmatique et pas dogmatique. On est vraiment là pour mettre les gens en action et pas pour défendre de la théorie. Donc aujourd'hui, je vais appliquer ça à travers ce séminaire. Je vais commencer et François va venir nous rejoindre vers 12h30. François est le 2e co-dirigeant de Praxis Développement. Il nous rejoindra pour vous présenter la suite du séminaire. Donc il y a 5 points principaux. Il y a un point sur le changement, sur la gestion du stress, sur l'organisation, sur comment je me fixe des objectifs, et puis quels sont les bons comportements qui permettent finalement d'atteindre ces objectifs.
À chaque fois, on va y consacrer, allez, moins de 10 minutes. Et puis derrière, il y aura une activité parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire de cette théorie, comment vous pouvez l'appliquer à votre quotidien. On y va? On y va. Alors, hop, je vais retirer les photos. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Restez connectés. Il y aura d'autres animations. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, qui n'ont pas eu forcément le premier message, c'est si vous pouvez utiliser votre téléphone pour aller vous connecter sur Internet sur le site picast.com, www.picast.com, et rejoindre la session PZ3X. Je le redirai au fur et à mesure. Alors, on y va. Le premier, c'est vivre le changement. On est tous confrontés à des changements personnels, professionnels. En ce moment, nous, on a vécu le confinement, donc c'est un changement. Vous en vivez d'autres. Donc, on va tous être confrontés au changement. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on réagit face au changement. Eh bien, c'est l'outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est un outil qui a été mis au point par Elisabeth Kubler-Ross. Cet outil permet de montrer notre niveau d'énergie face au changement. Allez, vous avez un niveau d'énergie à une certaine hauteur, vous êtes confronté à un changement que vous allez subir, eh bien, vous allez tous passer par cette courbe-là. Et cette courbe représente différentes étapes. La première étape, quand on est confronté à un changement, la première étape, c'est quoi? Eh bien, c'est le déni. Non, mais ça marchera pas, mais c'est pas possible, mais non, mais c'est pas pour moi. Non, mais de toute façon, j'y crois pas. On a déjà essayé, ça marche pas, etc. Je refuse le changement. Deuxième émotion par laquelle je vais passer, ben, c'est la colère. Quand je vois que finalement le changement va s'imposer à moi, et bien là, je vais commencer à rentrer dans une colère. C'est que je vais m'en prendre, je vais chercher des responsables. Je vais dire, oui, de toute façon, c'est toujours pareil, si on impose ça, enfin, moi, je suis pas d'accord, moi, je voudrais garder une liberté, moi, je veux faire autrement, etc. Je vais exprimer une colère. Et puis, suite à la colère, l'étape que je vais rencontrer, c'est la peur. Ah ben, je vous préviens, si on fait ça, il y a des risques. Hein. Ah non, parce que les derniers qui ont fait ça, etc., on voit le problème. Là, je vais rentrer dans une peur et je vais énormément me faire de scénarios catastrophiques. Ensuite, après la peur, l'émotion que je vais traverser, c'est la tristesse. Alors, la tristesse, c'est le moment où je comprends que bah, c'est fini. Et la tristesse a une particularité, c'est que c'est le moment de transition entre cette première phase où je dépense mon énergie à essayer de retrouver le passé, et puis cette deuxième phase où je vais dépenser mon énergie à construire le futur. Donc la tristesse, c'est le point de bascule avant l'acceptation. D'accord? Je commence à faire des choses, je commence à m'habituer à ce nouveau principe, à cette nouvelle organisation professionnelle, à cette nouvelle organisation personnelle, à ce nouveau rythme, à ce nouvel outil. Je commence à m'y faire. Et puis finalement, la dernière émotion que je vais traverser, c'est l'intégration. Ça se passera aussi bien qu'avant. Il y a même des gens qui arrivent à dire mais je ne sais vraiment pas comment on faisait avant. Donc, ils sont tellement dans l'intégration qu'ils oublient d'être passés par cette courbe. La particularité, c'est quoi? C'est que cette courbe, on va tous y passer, mais plus ou moins vite. Il y a des gens qui vont très vite aller dans la partie remontante. Et il y a des gens qui vont être bloqués dans cette phase-là et qui vont être très longs à passer la colère ou à passer la peur. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai un premier sondage. À ce niveau-là, si vous repensez à un dernier changement impactant, soit dans votre vie perso, soit dans votre vie pro, voilà, un dernier changement, quelle est la phase qui vous a le plus marqué? Tenez, je vais vous lancer ça. Hop, le sondage. Si je fais ça, non, je l'ai là. Voilà, sélectionnez un sondage. Réfléchissez à un changement important. Et dans quelle étape êtes-vous? Le dernier changement important que vous vivez ou que vous avez vécu, dans quelle étape êtes-vous? Voilà, une étape de déni, de colère, de peur, de tristesse ou d'acceptation? Allez-y, je vous laisse répondre.
Allez, j'ai 32% des gens qui ont voté. Je laisse encore quelques instants, quelques secondes. 36. Allez, parfait. Plus de la moitié ont voté. Merci. Allez, ben c'est parfait. Écoutez, très bien, merci. J'arrête le sondage et je vous montre les résultats. Et on voit qu'il y a peu de gens dans le déni face au changement. Les deux qui arrivent de façon la plus importante sont la colère et la peur. Il y en a une qui est significative, c'est la tristesse. Et puis la dernière, l'acceptation à 21%, qui est aussi importante. Et bien, ce qui est intéressant, c'est quand on est dans le déni, dans la colère, dans la peur ou dans la tristesse, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, pour ça, je vous enlève les résultats. Et ici, j'ai un tableau d'actions à faire pour vous. Et après, on verra un tableau d'actions à faire pour les autres. Ce tableau, c'est quoi? Vous avez deux colonnes, plus, moins, les comportements à privilégier et les comportements à éviter. Quand je suis dans une attitude de déni, ce qu'il faut privilégier, c'est voir la réalité en face, voir ce qu'il y a de concret. Arrêtons de tomber dans les croyances. Arrêtons de se laisser emporter par j'ai entendu que, ou apparemment, ou globalement. Non, soyez vraiment face à la réalité, regardez les vrais chiffres ou regardez le changement tel qu'il doit être. Quand je suis en colère, mais ce qui est intéressant, c'est transformer cette énergie en action, se servir de la colère, de l'énervement, de l'énergie pour agir. Ce qu'il faut éviter, c'est de déverser la colère sur les autres, pour deux raisons principales. La première, c'est parce que souvent ils y sont pour rien, mais ça me fait du bien. Et la deuxième, c'est qu'une fois que j'ai déversé ma colère, bien finalement, je n'ai pas avancé. J'en suis toujours au même état. Troisième émotion, la peur. L'avantage de la peur, ben, ça nous permet d'agir avec prudence. C'est très bien d'avoir peur. C'est super, c'est tout ça qu'on est encore en vie aujourd'hui. C'est parce que la peur nous permet en permanence de réagir et d'agir avec prudence. Le problème de la peur, ce qu'il faut éviter, c'est tomber dans la psychose, tomber dans le scénario. Et aujourd'hui, en fait, tomber dans la psychose, c'est relativement facile. Quand il se passe un événement, il suffit de regarder les médias ou d'écouter les médias autour de nous. Tout le monde va aller creuser ce sentiment de peur. Tout le monde amplifie ce sentiment de peur. Quand on écoute des experts parler, 90%, ils prédisent quoi? Le pire. C'est un scénario catastrophique. Donc, évitons de tomber dans la psychose, mais agissons avec prudence, avec réflexion. La tristesse. Eh bien, le comportement à privilégier, c'est qu'il faut accepter la perte. Pourquoi on est triste? Parce que tout changement correspond à la perte de ce qu'on a déjà, et puis on va reconstruire le futur. Mais le sentiment de tristesse est associé à la perte. Donc, il faut évidemment accepter la perte. C'est très facile à dire, maintenant c'est beaucoup plus difficile à faire. Ce qu'il faut éviter dans cette période, c'est s'inhiber, c'est s'enfermer, c'est rester trop longtemps dans cette tristesse. Pour sortir de la tristesse, recommençons à reconstruire quelque chose. Quand on est dans l'acceptation, valorisons tout ce qu'on réussit à faire. Voilà, il faut valoriser nos réussites. Et il faut éviter de se focaliser sur les manques, de voir tout ce qu'on n'arrive pas à faire, de voir tout ce qui est pour l'instant négatif. Dans un simple exemple, hein, l'éducation nationale, c'est toujours intéressant de voir les notes, les copies, les progrès de nos enfants, et des fois, il y a une remarque cinglante sur et ça, tu l'as pas compris. Ah, mais là, on est en permanence, il faut se focaliser sur les manques. S'il a déjà essayé d'intégrer, de travailler et de progresser, valorisons plutôt ses réussites. Et la dernière phase, l'intégration. Le comportement à privilégier, c'est capitaliser sur les bonnes actions, sur les bons résultats. Le comportement à éviter, c'est retomber dans la routine. Parce que si on retombe dans la routine, dès qu'on va avoir un nouveau changement, hop, on a cette courbe à respecter. Alors que rester dans la veille, rester dans l'amélioration continue,
rester dans le tiens, je me repose des questions pour en permanence faire mieux que ce que je fais actuellement. Ça, c'est pour vous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour votre entourage. Quand vous avez des gens à côté de vous qui sont dans le déni, comment je les aide à sortir du déni et à avancer sur cette courbe? Eh bien, en étant ferme sur le fond, en étant ferme sur ça, ce changement-là sera opérationnel à telle date. Hein, il faut que j'ai une date, il faut que je reste ferme sur le changement qu'on va mettre en place. Je suis souple sur la forme, je suis souple sur comment on va s'y prendre, de quoi vous avez besoin, mais je suis ferme sur quand est-ce qu'on va le mettre en place. Il faut éviter de douter parce que quand vous doutez face à des gens qui sont dans le déni, ben vous leur donnez raison. La colère face à des gens qui sont dans la colère, et avec eux, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer les possibilités, d'aller voir tout ce qu'on peut construire, et utilisons cette énergie pour voir ce qu'on peut faire, plutôt que d'ignorer. Ce qui est pénible, c'est ignorer ou répondre, même répondre sur la colère. Entretenir la colère, c'est quelque chose de négatif. La peur, comment je peux rassurer les gens? Eh bien, c'est en essayant de les comprendre. Donc, les écouter, leur poser des questions. Mais de quoi tu as peur vraiment? Et pourquoi ça vous fait peur? Et comment c'est déjà arrivé? Et quelle est la probabilité que ça arrive? Je vais les rassurer juste quand ils prendront conscience eux-mêmes que leurs peurs ne sont pas fondées. Seuls 9% de nos peurs sont fondées. Le reste, c'est dans notre tête. Ce qu'il faut éviter, c'est minimiser. N'aie pas peur pour ça, ne stresse pas pour ça, ça ne risque rien. Toutes ces remarques-là ne servent à rien et ne rassurent pas. La tristesse. Face à la tristesse, qu'est-ce que je peux faire? Impliquer les gens dans la construction, impliquer-les dans quelle action on met en place, quel objectif on se donne, comment on reconstruit ensemble. Les oublier, avancer trop vite, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Leur laisser le temps, il faut éviter aussi parce que souvent, quand je vois les gens tristes ou quand les managers voient les gens tristes dans leurs équipes, ils se disent oh, je lui laisse s'habituer, on verra bien plus tard. Mais plus je laisse de temps, plus les personnes restent dans leur tristesse. L'acceptation, encourager. Hein, quand les gens font les premiers efforts, encouragez-les. Voyez ce qu'il y a de positif chez eux. Ce qu'il faut éviter, c'est s'impatienter et vouloir trop vite des résultats concrets. L'intégration, capitaliser les réussites, voir comment on peut aller plus loin, instaurer des nouvelles pratiques. Et puis, ce qu'il faut éviter, c'est stopper la dynamique. Il y a une grandeur que je veux évoquer avec vous, qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est une particularité de l'être humain qui nous donne une attirance sur l'équilibre, sur ce qui est stable. On est fait pour vivre dans un milieu stable. Naturellement, on ne va pas aimer le changement. Alors, c'est un paradoxe parce que on va refuser le changement quand il y en a trop, et puis quand il n'y en a pas assez, on a souvent envie que ça change pour que ça bouge. Quoi. Donc, on est souvent ambivalent sur ce thème-là. Mais de manière générale, sachez que l'être humain n'est pas fait pour changer en permanence d'environnement, pour changer de manière de faire, pour changer ses habitudes, etc. L'être humain n'aime pas ça. Ce que je vous propose pour aller plus loin, sur chaque thème, on finira comme ça. Si vous voulez approfondir ce thème-là, vous pouvez aller sur YouTube, rechercher une vidéo et tout le monde s'en fout. C'est une série qui est très bien faite. Et il y en a une spécifique sur les émotions qui reparle de la peur, la tristesse, la joie et la peur, la tristesse, la joie et la colère, excusez-moi, les 4 émotions et qui décrypte ces 4 émotions. C'est très bien fait et ça permet vraiment d'avoir des messages très clairs. Un film à la recherche du bonheur avec Will Smith qui vit en fait des changements dans sa vie perso, qui se bat, qui passe par les différentes phases et qui finalement arrive à reconstruire. Un livre qui est une fable, Qui a piqué mon fromage, qui illustre de manière très ludique ces principes de changement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le changement. À vous et surtout, on reste à votre disposition pour continuer à échanger sur ces thèmes-là par mail ou par commentaire sur ce webinaire. Une activité Bicast, suite à ça, on va faire la transition. Maintenant, ce qui m'intéresse, alors vous reprenez vos téléphones et normalement, vous allez avoir
une deuxième activité Bicast qui va apparaître avec une question, c'est que faites-vous face à quelqu'un qui est en situation de stress? Alors, je prends mon téléphone pour aller sur Bicast aussi et pour vérifier. Je l'aide, très bien. J'ai la première réponse qui arrive. Alors, excusez-moi, je ne la partage pas. Hop, voilà, je vais la partager. La première réponse, c'est aider. Voilà, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est aider. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, je vous laisse envoyer quelques mots. Rassurer, très bien. OK. Hop. Trouver la source du stress, et oui, trouver la source, écouter, aller comprendre ce qui se passe. À rassurer, rassurer grossit, donc il y a eu plusieurs réponses sur rassurer. Allez, je laisse encore quelques minutes. Aider, écouter, réconforter. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Allez, je laisse une dernière réponse. Vous pouvez en envoyer plusieurs, hein, pour ceux qui en ont déjà envoyé une. Donner des guidelines. Très bien. Et bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans cette partie du stress et de se dire, tiens, mais comment ça fonctionne? On va juste faire ça. Clic, clic, hop. C'est bon, je me retrouve face à vous? OK, parfait. Le deuxième chapitre, c'est mieux réguler son stress. Et on dit mieux réguler parce que souvent, on parle de gestion de son stress, mais en fait, je ne peux pas vraiment agir sur mes émotions. Ce qui est intéressant, c'est de les comprendre pour atténuer leur effet, pour ne pas se laisser emporter par son stress ou ses émotions. Donc, finalement, comment mieux réguler son stress? Ça sera notre deuxième partie. Je regarde l'heure. Est-ce qu'on est dans le timing? Hop, quelle heure il est? 12h30. C'est très bien. Alors, il y a une courbe, la courbe du stress. Donc, c'est l'outil pour bien comprendre comment fonctionne le stress. Ici, sur l'axe vertical, je vous ai mis le niveau de stress. D'accord? Plus vous augmentez votre stress, plus vous avancez. Et ici, sur le niveau vertical, je vous ai mis votre performance. Eh bien oui, quand il n'y a pas de stress du tout, c'est pas là où on est le plus performant. Donc, il y a toute une phase, une première phase où finalement le stress va nous permettre de travailler notre performance. Donc, on a besoin d'une certaine pression, on a besoin d'un certain stress pour pouvoir avancer. Ceci dit, il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus délicate, où là, le stress est négatif. Négatif. Alors, on sait passer une surdose de stress à un moment donné. On sait aller puiser au fond de nous pour accepter ce stress-là. Par contre, quand il est sur le long terme ou quand il est répétitif, là, ça commence à créer des dégâts qui sont irréversibles chez nous. Donc, ce stress-là n'est pas efficace et puis n'est pas sain à long terme. Donc, du coup, comment je peux faire pour réagir quand je suis dans ces phases-là? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, face au stress, on a 3 réponses qui sont inefficaces, qui ne marchent pas. Les 3 réponses inefficaces face au stress, c'est quoi? Ben, le premier, c'est l'agressivité. La première réaction, qui me fait peut-être du bien sur le moment, mais sur le long terme, ça, encore une fois, c'est de tomber dans l'agressivité, c'est de s'en prendre aux autres, c'est d'aller remettre son stress sur ses interlocuteurs. Ben, ça ne permet en rien de construire et de créer un environnement moins stressant. La deuxième réponse inefficace, c'est la fuite, c'est fuir, c'est faire autre chose, c'est allez, je reste pas là, hop, j'ai autre chose, j'évite ce sujet. Voilà, le dimanche midi à table, je parle pas avec tonton René de mon activité parce que je sais que ça va pas. Ben, ok, je fuis, je n'en parle pas, mais quand je fuis, ben, je suis pas très fier de moi. Voilà, je suis pas très fier parce que finalement, j'ai pas réussi à aborder le sujet sereinement et de façon constructive. Donc l'agressivité, la fuite, et la troisième, c'est se renfermer. C'est se renfermer, ne rien dire,
attendre que ça se passe et finalement subir la situation stressante. Et c'est peut-être une des réponses qui est la plus néfaste pour mon organisme, pour moi, finalement. Ce que je vous propose à ce niveau-là, c'est sondage. Et dans le sondage, la question que j'ai envie de vous poser, c'est face au stress, dans quel piège avez-vous tendance à tomber? Voilà, quel est le piège dans lequel vous dites, ah oui, c'est vrai que j'y vais des fois ou régulièrement, ou quel est le piège qui vous parle le plus? Ah, j'ai quelques réponses qui arrivent. Allez, 43% ont voté. Allez, je laisse encore un peu de temps pour que ça soit représentatif. C'est bon, j'ai plus de changements. Allez, fermez le sondage et partagez les résultats. Et là, on voit que les résultats sont classiques. C'est souvent ces résultats-là qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'il y a l'agressivité qui arrive en premier. Voilà, 60% ont répondu l'agressivité. Merci pour cette honnêteté, parce que c'est peut-être le réflexe le plus simple. Voilà, et puis c'est celui qui me fait du bien sur le moment. Donc c'est chouette. Mais finalement, ça ne fait pas de bien à mon entourage. La fuite et l'inhibition sont aussi présents, mais arrivent moins souvent. Très bien, super. Mais maintenant qu'on sait ce qui est efficace, ce qui ne marche pas, regardons ce qui fonctionne. Quelles sont les réponses efficaces face au stress? Eh bien, il y en a 3 aussi de réponses efficaces. La première, c'est raisonner, c'est prendre du recul, c'est arrêter de se laisser emporter par nos pensées, c'est reprendre le contrôle de nos pensées. Une des façons assez simples pour reprendre le contrôle de nos pensées, c'est écrire. Parce que quand je n'écris pas, quand je suis le soir au lit, que je me laisse emporter par mes pensées, il y a plein de scénarios négatifs. Quand j'écris, finalement, je me dis, attends, il y a ça, ce risque-là. J'ai souvent une analyse beaucoup plus réelle, beaucoup plus approfondie et aussi beaucoup plus rassurante. Et ça me permet d'avoir le raisonnement correct pour construire. Donc, une situation de stress, par exemple, moi j'ai une situation qui m'arrive assez régulièrement, c'est j'arrive au bureau, je me dis, oh là, ça y est, boum, boum, je vois des mails, je vois des SMS, où j'ai plein de choses à faire et je ne sais pas par quoi commencer. Il y a une façon très simple de faire la liste de tout ce que j'ai à faire. Je fais la liste, souvent le premier réflexe c'est, oh, bah, finalement, ça va rentrer, il n'y a pas tant de choses que ça. Et puis, dès que j'ai la liste, je peux ordonner, savoir par quoi je commence, voir l'évolution. C'est un outil qui permet de vivre beaucoup plus sereinement la situation du moment. Raisonner, le deuxième, c'est communiquer. Communiquer, moi, je suis persuadé qu'on peut tout dire à tout le monde. Ça dépend juste de comment on le dit. Allez, juste une anecdote avec vous sur communiquer. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot communiquer? Communiquer, allez, si on me demande des synonymes, en salle, quand je demande des synonymes, souvent les gens me disent informer, discuter, échanger, proposer, prévenir. Très bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le vrai sens de communiquer. Ça vous dit quelque chose, le vrai sens de communiquer? Bien, comment on fait pour retrouver le vrai sens d'un mot? Il suffit de faire un découpage étymologique pour savoir comment le mot est constitué. Et bien, quand on découpe communiquer, on obtient un préfixe qui est commu. Commu, c'est du latin qui veut dire ensemble. Ensemble, la commune, c'est là où on habite ensemble. La communion, c'est ce qu'on fait ensemble. Commun, commu, c'est tout ce qu'on fait ensemble. Et la deuxième phase, la deuxième partie du mot, c'est niquer. Et là, niquer, est-ce que vous savez ce que ça veut dire au-delà de l'insulte qui pourra arriver rapidement à notre esprit? Niquer, c'est du grec, c'est le nom d'une déesse qui s'appelle Athéna Niké, N-I-K-E, qui veut dire gagner. Et communiquer, c'est gagner ensemble. Donc sortons de cette situation stressante, gagnons ensemble, parce que moi j'ai besoin de mieux vivre mon environnement, et donc j'ai besoin de communiquer, de réussir à dire les choses. Raisonner, communiquer, et la troisième réponse efficace, c'est évacuer, se détendre, prendre soin de vous.
Ah, j'ai un secret, si aujourd'hui vous ne prenez pas soin de vous, bah, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Donc au moins prenez soin de vous, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous détendre. Du sport, un jeu avec les enfants, la famille, regarder un film, lire un livre, chacun a ses trucs. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais combien de temps vous consacrez à des activités où vous pouvez justement évaluer votre niveau de stress? Voilà ce que je pouvais vous dire sur le stress, les réponses efficaces. Et puis une réponse qui est vraiment efficace, c'est cultiver au quotidien son optimisme. Qu'est-ce que je fais pour voir l'avenir avec de l'optimisme, voir ce qui est positif, voir ce qui est positif dans mon environnement et voir ce qui peut se passer de bien plutôt que ce qui me fait peur. Pour aller plus loin, comme à chaque fois, quelques références. Une application sur YouTube qui s'appelle Petit Bambou. C'est des séquences de méditation que vous pouvez suivre, qui durent très peu de temps et qui permettent de prendre soin de soi. Un film, Mon oncle d'Amérique, qui est un très bon film qui illustre les mécanismes de stress et qui fait en permanence un parallèle entre une histoire vraie et puis des expériences de laboratoire. Vice versa, un dessin animé aussi sur les émotions. Et puis un livre très intéressant, Quand les lions mangeront de la salade verte, de Raphaël Giordano, un film plein d'optimisme aussi qui permet de prendre beaucoup de recul sur ces sujets. Voilà, une activité Bicast comme à chaque fois. Ce que je vous propose, c'est qu'est-ce qui est, selon vous, le plus important pour cultiver votre optimisme? Alors, je reprends ça. Hop, check, check. Je partage avec vous l'écran. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus important pour cultiver votre optimisme? Allez, je vous laisse répondre. Je n'ai pas commencé l'activité, excusez-moi. Je commence l'activité. Qu'est-ce qui est le plus important pour cultiver votre optimisme? Garder le sourire, voir ce qui est positif, choisir d'agir, se concentrer sur les opportunités ou se protéger du négatif. Allez, je vous laisse voter. Ça y est, les premiers résultats arrivent déjà. Très bien, gardez le sourire, voir ce qui est positif. 100% des réponses ont au moins cette particularité, voir ce qui est positif. Très bien. On en a deux qui se distinguent, c'est voir ce qui est positif et se concentrer sur les opportunités. Ça y est, tout le monde a répondu? Très bien. Merci, on arrête l'activité. Et en parallèle, donc ce qui arrive en premier, c'est voir ce qui est positif, 78% des réponses. Garder le sourire, quoi qu'il arrive, garder le sourire, 67% des réponses. Ensuite, se concentrer sur les opportunités et voir ce qu'on peut faire dans cette situation. Voir comment on peut rebondir. Et puis, une fois qu'on a vu ce qu'on peut faire, choisir d'agir, le faire. Et à la fin, se protéger du négatif qui est tellement présent dans notre environnement. Je vous donnais l'exemple des médias tout à l'heure. Et celui qui peut nous parler de l'optimisme, c'est François qui vient de nous rejoindre, qui a fini son intervention. Donc, du coup, je lui laisse se présenter en 2 mots et nous rejoindre avant de vous présenter le 3e extrait. Du coup, François, viens avec nous. Hop, allez, je te laisse dans le champ. Check. Bonjour à tous, François. Je viens me joindre à vous et, comme il était prévu de le faire, rejoindre mon collègue. Oui, la notion d'optimisme est une notion qui m'est chère, qui nous est chère au sein de l'entreprise Praxis. Je ne sais pas si tu as défloré déjà le sujet, mais on peut en dire quelques mots. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mot qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est un mot qui remonte au Moyen-Âge, qui vient du mot optime, qui voulait dire très bon, voire excellent. Donc j'aime beaucoup cette idée que aller chercher, cultiver l'optimisme, c'est d'une certaine manière aller chercher l'excellence. Peut-être aussi même que difficile d'être dans l'excellence si on n'est pas un peu optimiste aussi. Voilà, on pourrait se dire ça. Donc, en conclusion de la gestion du stress, c'est plutôt sympa comme idée. C'est une notion aussi dont s'est emparée la philosophie à partir du 18-19e siècle.
L'optimisme, c'est quoi? Bah, c'est voir qu'au final, c'est considérer qu'au final, le bien finit toujours par l'emporter sur le mal, même si parfois ça demande parfois du temps. Et c'est aussi considérer que la somme des choses positives est toujours supérieure à la somme des choses négatives. Et on voit bien que c'est une facilité, une invitation à agir, à s'encourager. Et puis le facteur décisif de l'optimisme, c'est que ça favorise la persévérance. Et donc, pourquoi est-ce que les optimistes réussissent peut-être plus que les pessimistes? En fait, c'est parce que ils se découragent après les pessimistes. On va dire les pessimistes ont tendance à se décourager avant les optimistes. Donc, il y a quelque chose d'assez profond là-dessus. Et il y a plein de beaux auteurs, je ne sais pas si tu en as parlé, Seligman, Martin Seligman, qui est patron international de l'optimisme. Puis je conclurai avec un auteur qui nous est très cher, que vous pouvez retrouver dans ses ouvrages et sur YouTube, qui est Philippe Gabillet, qui nous parle merveilleusement de l'optimisme. Très bien, merci François. Et François nous parlera des objectifs tout à l'heure, de comment se fixer des objectifs et comment les atteindre avec beaucoup d'optimisme aussi. Je fais le troisième point qui est gérer ses priorités. Alors, je retrouve la télécommande. Voilà. Hop. Le troisième point, le troisième sujet qu'on veut échanger avec vous, qui nous paraît essentiel dans les clés de réussite, c'est gérer ses priorités. C'est se dire, mais comment je m'organise? Eh bien, il y a un outil très simple que je voulais échanger avec vous, c'est de se dire, mais quelle est la matrice d'Eisenhower? Parce que finalement, l'enjeu de vraiment bien s'organiser, c'est d'être présent sur ce qui est important pour nous, sur ce qui est essentiel dans mon environnement perso ou mon environnement professionnel. Et comment distinguer si une action est importante? Eh bien, une action est importante s'il y a deux grandeurs. La première, c'est qu'elle doit finalement avoir de l'enjeu. Il y a de l'impact à faire cette action. Donc, les conséquences sont importantes. Et il y a une deuxième grandeur, c'est que c'est à moi de le faire. C'est que c'est moi le responsable de cette mission-là. Donc, c'est ça qui rend les choses importantes. C'est de l'enjeu, pas de l'enjeu, et c'est à moi de le faire. Donc, par exemple, dans le milieu professionnel, on parle de fiche de fonction. Voilà, est-ce que c'est de ma responsabilité, cette action? Oui. Et est-ce qu'il y a de l'enjeu? Oui. Allez, c'est important alors, pour moi. Et toi, est-ce que c'est dans ta fiche de mission? Non. Il y a de l'enjeu? Oui, mais c'est pas toi de le faire. Donc, c'est moins important à toi qu'à moi. Le deuxième axe qui va me permettre de prioriser les actions, c'est l'urgence. Une action, comment savoir si une action est urgente? Là, il suffit de regarder le délai. C'est intrinsèque à l'action. C'est l'action elle-même qui est urgente. Si elle est urgente, elle est urgente pour tout le monde. Et bien, une fois que j'ai séparé ces deux grandeurs sur une action, l'urgence et l'importance, eh bien, je peux dessiner cette matrice. Cette matrice a 4 cases. C'est-à-dire que ici, sur l'axe horizontal, l'axe de l'urgence, j'ai mis un plus et un moins. Plus urgent, moins urgent. Et puis ici, plus important et moins important. 4 cases que je vous propose de nommer P1, P2, P3, P4 en fonction des priorités. P1 étant la case la plus prioritaire. Eh bien, où je vais mettre P1? Très souvent, les gens me disent en haut à droite. Ici, la case P1, c'est ici. Et effectivement, la case P1, elle est forcément là. Vous avez vu la puissance de l'outil? Non, elle est la case P1. Et évidemment là, mes priorités, c'est ce qui est urgent et important pour moi. La case P2, où je vais mettre la case P2? Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Où je mets la case P2? Eh bien oui, très souvent, les gens hésitent entre en bas à droite ou en haut à gauche. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Parce que les gens qui mettent la case P2 ici, ils commencent à faire les choses importantes et urgentes. Ensuite, ils font les choses urgentes et pas importantes. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils reviennent là, ils reviennent là, ils reviennent là, etc. Et ils restent en permanence dans l'urgence. Ils prennent jamais assez de recul pour faire des choses importantes, non urgentes. J'ai jamais le temps. Donc, en fait, ce mode-là s'appelle le mode pompier. On dit souvent dans l'entreprise, je suis en mode pompier depuis une semaine. Et oui, mais je suis en permanence en train de faire l'urgence. Et dans l'urgence, bien repérer ce qui est de ma responsabilité et puis ce qui ne l'est pas. Je le fais parce que les autres ne savent pas le faire, parce que ça va plus vite, parce qu'il y a toujours des tas de bonnes raisons. Mais finalement, c'est quand même pas à moi de le faire. Et pendant que je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de travailler ici sur les choses importantes, qui sont pas urgentes, mais très importantes, qui me permettront d'être meilleur sur mes P1. Et donc, mes P2 sont effectivement ici.
Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes payé dans votre entreprise? Vous êtes payé pour faire votre mission. Vous êtes payé pour faire des choses importantes. Alors évidemment, on est dans la même entreprise. Donc, je suis là pour aider mes collègues. Évidemment que quand ils sont dans la difficulté, je fais tout pour les aider. Mais je fais tout pour les aider, surtout si moi, j'ai rempli complètement ma mission. Et sereinement ma mission. Une fois qu'on a mis P1, P2, eh bien, P3, on va le mettre ici, évidemment. Et puis P4, on le mettra ici dans les cases non urgentes et non importantes. Le seul levier que j'ai sur ma gestion du temps, c'est le rapport entre les P3 et les P2. C'est diminuer mon niveau de P3 et augmenter mon niveau de P2. C'est ça que je peux faire autant dans mon milieu professionnel que dans mon milieu personnel. Être meilleur en P1, je peux le faire sûrement, mais c'est pas là que je vais gagner l'essentiel. Éliminer les P4, je peux le faire aussi, mais très souvent dans le milieu professionnel, j'ai déjà fait. Tous les gains que je vais pouvoir faire se jouent entre l'équilibre entre les P2 et les P3. Une fois que j'ai défini ça, c'est super, mais qu'est-ce que je fais des P1? Qu'est-ce que je fais quand une priorité P1 se présente à moi? Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le fais. Et je me tais parce que c'est mon job. Donc, c'est à moi de le faire et c'est mon boulot. Qu'est-ce que je fais des P2? Qu'est-ce que je fais des P2 pour être sûr? Et j'ai une question à vous poser. Le webinaire, là, c'est du P1, P2, P3 ou P4? Le premier qui répond P4, il sort. Non, le webinaire, c'est du P2. C'est quelque chose d'important. Donc, de réfléchir sur comment je peux être meilleur, comment je peux améliorer ma réussite personnelle et professionnelle. Par contre, est-ce que c'est urgent? Non, on le fait aujourd'hui, demain, ou dans 15 jours, ou dans un mois. Il n'y a pas d'urgence. Ce qui est important, c'est de le faire. Et comment on s'y est pris? Eh bien, on l'a planifié, on s'est donné rendez-vous, et on se retrouve ce matin. Donc, les P2, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les P2, je les liste et je les planifie. Et ensuite, je respecte. Les P3, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je réfléchis, je m'isole et j'essaye d'être le moins dérangé possible. D'ailleurs, là, pendant le webinaire, c'est sûrement un moment où j'essaye de ne pas être dérangé. Donc, ma porte de bureau va être fermée, je réponds moins au téléphone, je lis moins mes mails, je suis moins dérangé par les urgences des autres. Et les P4, je réfléchis à ne plus les faire, mais comme je vous l'ai dit, ça fait un moment déjà qu'on ne fait plus de P4. Voilà ce que je peux vous dire sur la matrice d'Eisenhower. Les caractéristiques d'un changement important, quand il se passe un changement important dans mon milieu professionnel ou personnel, c'est quoi les caractéristiques? Très souvent, c'est une modification des P1. Ah, je ne vais plus me retrouver avec les mêmes responsabilités, donc c'est plus les mêmes choses qui sont importantes, je vais changer mes P1. Je vais avoir beaucoup plus de P3, de ce que je faisais avant, c'est plus à moi de le faire. Ouais, mais je continue quand même. Ben oui, mais c'est des P3, donc c'est une accumulation de P3. Et puis, j'ai un budget temps limité parce que je dois consacrer du temps sur les P1, à ma nouvelle mission, à mon nouveau job. Et donc, je ne peux pas faire et mon nouveau job, et mes P1, et mes P3. Je ne peux pas tout faire. Donc, il y a un moment donné où il faut bien diminuer ces activités P3. La question du moment, c'est en permanence de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi, professionnellement et personnellement? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est de mon rôle, de ma mission, de ma responsabilité? Voilà. Préparer les vacances, c'est de ma responsabilité. Voilà, parce que personne ne le fait. Chez moi, ils attendent tous que ce soit moi. On a choisi que c'était moi cette année. Ok, très bien, là-dessus, je discute pas. Mais si c'est de ma responsabilité, comment je planifie et comment je suis sûr de faire quelque chose et de ne pas arriver 2 jours avant le départ en vacances et de se dire, ah ben moi, j'ai rien prévu. Donc, se poser en permanence la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, une fois que j'ai répondu à cette question, les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est de garder du P1, de garder du rythme. Et une bonne technique pour garder du rythme, c'est d'avoir une to-do list quotidienne. Voilà, je finis ma journée en me disant, demain, je veux absolument faire ça. Donc, je rédige ma to-do list quotidienne. Pour être bon sur mes P2, je mets des rituels en place. Je mets des rituels et des rendez-vous. C'est vrai, les vacances, c'est moi qui vais les occuper. Bon, ben, ce que je vous propose, c'est que tous les mois, on se consacre 1 heure le vendredi soir, on échange sur notre projet de vacances et on voit comment ça avance. Voilà, je mets des rituels pour moi être sûr de garder du rythme. Et puis P3, je définis un niveau acceptable, un niveau où j'accepte d'être dérangé, mais il y a un moment donné où je ne peux pas accepter de faire les urgences de tout le monde. Pour aller plus loin sur cette notion de gestion du temps, un film à aller voir sur YouTube qui est une incroyable leçon de vie. Il s'appelle comme ça, une incroyable leçon de vie. C'est une expérience avec un vase, des galets, du sable, du gravillon.
qui est très parlante. L'image est vite compréhensible et on se rend vite compte du message qui va être représenté. Un film, Time Out, un film où les gens font tout pour gagner du temps. La seule grandeur qui a de la valeur, c'est le temps. Il n'y a plus d'argent, je travaille pour avoir plus de temps. Et puis un livre intéressant que j'ai lu, alors j'ai lu plein de livres sur l'organisation, beaucoup de livres sont complexes, donnent des outils complexes et de temps en temps difficiles à mettre en place, alors que la 25e heure, l'idée c'est que dans chaque journée j'ai une 25e heure, parce que si je m'organise différemment, je peux largement me libérer une heure sur toute ma journée. Et c'est plein d'astuces, c'est plein d'outils vraiment très simples à utiliser et à appliquer. Voilà pour cette partie sur la gestion des priorités. Ce que je vous propose maintenant, c'est l'activité Bicast. L'activité Bicast qui suit. Hop. Alors, du coup, elle est là. Hop. Voilà. Et je vous propose de reprendre vos téléphones, commencer l'activité. Hop. Et on va la voir aussi. La question que je vous pose de ce coup-là, c'est quelle est la nouvelle activité P2 que vous avez récemment programmée? C'est quoi le rituel où vous vous êtes dit, ah là, il faut que j'y passe du temps. C'est une activité importante, mais qui n'est pas urgente. Alors, il y a des rubriques personnelles, sport, ou personnel encore. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre dans une rubrique. Je vais même les supprimer. Vous répondez juste sur l'activité. Promouvoir mes formations. Très bien. Très bien. Jacqueline a répondu peut-être ça. Faire du yoga. Aller au musée. Très bien, super. Préparer ma nouvelle stratégie. On voit qu'il y a du personnel, il y a du professionnel. Faire du sport régulièrement. Eh bien, très bien, ça, faire du sport régulièrement, ben, c'est top. C'est top comme activité P2. Toutes les activités P2 sont très bien. Et ce qui m'intéresse sur ça, faire du sport régulièrement, c'est qu'il va falloir la passer à la moulinette que va nous présenter François juste derrière. Parce que quel est l'objectif que je me donne d'un tel souhait? C'est une activité P2, très bien, mais comment je la transforme en objectif motivant? François, tu nous expliques comment la transformer en objectif motivant? Eh bien oui. Allez, hop. En tout de suite logique. Merci beaucoup d'être toujours parmi nous. Donc l'idée c'est d'aller presque jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire pouvoir transformer ça d'abord en objectif et puis ensuite en résultat. Alors définir des objectifs motivants, là c'est vraiment une technologie de praxis qu'on va vous proposer qui s'appuie sur un modèle existant mais qui a été transformé réellement en mode d'emploi pratique pour vous permettre d'être réellement dans l'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'un outil ou un concept nous permette dans la vie réelle d'être efficace. Et c'est réellement ce qu'on va vous exposer là, ce qu'on va vous permettre de faire là maintenant à travers ces deux sujets. Alors, définir des objectifs motivants, comment ça fonctionne? L'outil qu'on vous propose, c'est l'outil SMART. Alors, quand on interroge des managers ou des dirigeants, je dirais, allez, de statistiques personnelles, 50-70% d'entre eux nous disent « Oui, alors j'ai déjà entendu parler de cet outil, ou je le connais ». Nous, de notre expérience, il est mal connu, mais surtout, il est mal utilisé. Alors, SMART, ça veut dire quoi? Certains le savent déjà. Définir un objectif SMART, ça suppose qu'il soit spécifique. Spécifique, c'est le contraire de global, c'est le contraire de flou, ou qu'il soit précis, on pourrait dire. Il faut qu'il soit mesurable, c'est-à-dire se rattacher à un indicateur bien particulier. Il faut qu'il soit accepté pour qu'il soit motivant, parce que si c'est l'objectif de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le vôtre, donc il ne peut pas être motivant. Donc vous voyez là déjà un outil de management, d'abord de vous-même, mais aussi des autres, qui est en train de prendre forme. Il faut qu'il soit réaliste, ancré dans une certaine forme de réalité, ancré dans une vérité, celle du moment, dans quelque chose de pragmatique. Et puis, il faut que ce soit temporel, parce qu'on sait qu'une action sans échéance
a très peu de chances d'aboutir. Par exemple, je veux profiter du confinement, c'est une réalité, c'est une réalité dans de nombreux pays, ça l'était ici là notamment en France, et puis ça l'était dans de nombreux pays ailleurs, et puis ça tourne de ce point de vue-là. Je veux profiter du confinement, comment je peux faire pour renforcer les liens familiaux? Et bien là, on est clairement sur un souhait ou une intention, renforcer les liens familiaux. C'est super, c'est un désir qui repose sur une émotion, mais ce n'est pas un objectif. Et donc, il y a très peu de chances qu'on l'atteigne si on ne traduit pas cette intention. On va le dire en positif, on aura toutes les chances d'atteindre cette intention si on la traduit en objectif, justement SMART, et on va voir comment le faire. Donc, l'idée, ça va être pour chacun des points S-M-A-R-T de répondre à 2 questions. Vous pouvez faire l'exercice ensemble. Là, par exemple, de vous définir un objectif. Il n'y a pas un sondage, il y a un sujet non, alors vous pouvez faire mentalement, vous définir, vous choisir votre intention. Vous écrire là, par exemple, sur votre cahier, quel est l'objectif général, l'intention générale que je peux avoir, et puis de faire l'exercice ensemble pour qu'on puisse le traduire en SMART. Question à se poser, en réponse à cela, je voudrais nourrir, renforcer les liens familiaux. Pour challenger cette intention, 2 questions. Que veux-tu dire au juste? Et vous pouvez doubler cette question par c'est-à-dire, parce que quand vous doublez la question, vous amenez l'autre et vous vous forcez vous-même, si vous êtes dans de l'auto-management par rapport à la définition de vos propres objectifs, à challenger, à préciser. Donc, par exemple, là, ça pourrait être, oui, je veux faire des activités en famille. Ah, d'accord. Donc, des liens familiaux, pour toi, ça se traduit par des activités. Ah, c'est déjà plus intéressant. Et c'est-à-dire, je verrais bien des séances de sport collectives. D'accord. Vous voyez, on est déjà passé des liens familiaux à des activités, des séances de sport. Alors, on a déjà plus de chances de mettre en place quelque chose. Deuxième objet, deuxième caractéristique d'un objectif SMART, il faut qu'il soit mesurable. Et là, les 2 questions que nous avons mis au point pour vous et qui fonctionnent à chaque fois dès lors qu'on les utilise. C'est-à-dire que là, vous avez juste un truc à faire, c'est à vous poser des questions et à faire le travail de réflexion, un travail un peu intellectuel, d'y répondre. Si vous le posez, ça fonctionne, on l'a utilisé dans des centaines de situations. Quel est l'indicateur de mesure? À combien tu es aujourd'hui? À combien tu veux être demain? L'indicateur de mesure, ça serait le nombre et la durée des séances. Et à combien tu es aujourd'hui? À combien tu veux être demain? Aujourd'hui, on est plutôt à 1 et aujourd'hui, 1 par semaine. Et demain, je voudrais être à 3 séances de 45 minutes par semaine. Ah, vous voyez, quand on part des liens familiaux, qu'on a traduit en activité, en séance de sport et qu'on commence à mettre des indicateurs, finalement, on commence à s'encourager aussi parce que on voit bien qu'il se passe quelque chose d'intéressant. 3e caractéristique, il faut que l'objectif soit accepté. Oui, parce que si ce n'est pas le vôtre, si vous ne le vivez pas de l'intérieur, ça ne peut pas fonctionner. Alors là, il y a des questions pour ça, des questions magiques. Il y en a 2, c'est pourquoi cet objectif est-il important pour toi? Qu'est-ce qui, toi, te motive dans cet objectif? Alors là, je vous en prie, on a mis des journées, des années à mettre au point ces questions. Christophe et moi, je vous en prie, utilisez-les parce qu'elles fonctionnent. Et là, par exemple, dans la circonstance, on pourrait répondre, pourquoi cet objectif est-il important? Parce que moi, je voudrais resserrer les liens et puis être et me sentir en meilleure santé. Et qu'est-ce qui te motive dans cet objectif? En fait, j'y prendrai beaucoup de plaisir. Voilà ce qui me motive. Et là, on va chercher la motivation. Le maire de réaliste, la question qu'on pourrait poser, c'est quelles sont les conditions du succès? Pour que quelque chose soit réaliste, c'est ça la question que ça pose. Et de quoi, toi, tu as besoin? Dans la circonstance, voilà les réponses ont été imaginées par la personne qui nous a proposé cet exercice. Quelles sont les conditions du succès? Moi, j'ai besoin de le planifier. Et puis, de quoi tu as besoin? En fait, je n'ai pas de compétences en sport et j'aurais besoin d'un programme. Un planning et un programme. Un planning pour ancrer des choses dans la durée et puis un programme pour savoir quoi faire très concrètement. D'accord, et là, ça devient réaliste. Et puis, il nous reste à évoquer la dernière caractéristique d'un objectif. Il faut qu'il soit temporel.
C'est-à-dire il faut qu'il soit inscrit dans le temps. Imaginez si je vous disais, tiens, Jacqueline, je te trouve très sympathique et j'aimerais beaucoup t'offrir 200 000 euros. Euh, tu me dirais, oui, quand? Chérie, je rêve de t'emmener au restaurant. Oui, quand? Les enfants, j'arrête là l'exercice. Oui, quand, papa? Donc, on voit bien que la notion de temporalité est essentielle dans le passage à l'acte. Question, quand veux-tu atteindre exactement ces objectifs, cet objectif? La finalité, l'arrivée, le point d'arrivée, c'est quand? Et quelles sont les étapes intermédiaires? Eh bien, là, dans la circonstance, la personne qu'on a soumise à l'exercice nous a répondu la chose suivante. Eh bien, je voudrais arriver à cet objectif quand? Ben, en fait, dès la semaine prochaine. Et quelles sont les étapes intermédiaires? Ben, je voudrais faire 2 séances dès cette semaine. On se rappellera que l'objectif, c'était d'en faire 3, de faire 3 séances de 45 minutes. Et là, la personne nous a dit, là, comme objectif intermédiaire, je voudrais déjà réussir à en faire. Voilà dans un exemple tout à fait trivial de la vie de tous les jours. On a insisté sur l'idée qu'on se parlait de réussite professionnelle et personnelle. Voilà dans cet exemple trivial de la vie de tous les jours comment atteindre ses objectifs et comment se rendre plus heureux. En comprenant que notre cerveau ne répond pas à des consignes globales, notre cerveau répond à des consignes précises, à des exigences particulières, à des demandes concrètes. Des choses globales, notre cerveau, il ne sait pas quoi faire. Cerveau, rends-moi heureux, il ne sait pas quoi faire. Cerveau, aide-moi avec mes enfants à faire 2 séances d'abord, puis 3 séances par semaine de 45 minutes. Là, il comprend comment il va pouvoir vous aider. Donc, un des enjeux, c'est de mieux utiliser le muscle le plus important pour notre vie, c'est notre muscle cérébral. Et donc, l'objectif SMART, c'est de réaliser en famille 3 séances de sport par semaine de 45 minutes chacune. On se rappellera qu'au départ, c'était « je veux profiter du confinement pour renforcer les liens familiaux ». Vous voyez le truc, hein? Et le lien qu'on peut faire avec l'univers professionnel. Je veux réussir dans mon nouveau poste. Je veux permettre à mon entreprise, dans ce contexte économique très, très particulier, de rebondir. D'accord. Bien. Comme citation, j'ai envie de citer Aristote, le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Et oui, déjà, mettez-vous en chemin. L'audace, l'action, du génie, c'est génial d'être dans l'audace et dans l'action. Mettez-vous en chemin. Et un des chemins, c'est déjà de préciser son objectif. Et puis Walt Disney, merveilleuse phrase, la différence entre un rêve et en matière de rêve, Walt Disney en connaissait un rayon. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. On se fixe des dates. Et là aussi, on peut faire le lien avec, on voit que le dispositif est un système où tout se tient, hein, avec les activités P2. Et comment on fait des activités P2? Quand on se fixe des dates. Et puis, pour aller plus loin, donc, et tout le monde s'en fout, cette série de vidéos que nous apprécions beaucoup, on est nombreux à les suivre, à les apprécier. Pour ceux qui les connaissent déjà, ça vous donnera l'occasion d'aller les revisiter, les revoir, les revisionner, en particulier l'opus numéro 7 sur le bonheur. Le film 1917, qui est un film récent, qui date de l'année dernière, qui démontre comment un objectif clairement formulé, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés, l'objectif très très clair, très très précis, un endroit, un lieu, un endroit, une personne à contacter, avec une échéance précise, va être atteint parce que le but a été clairement précisé. Et puis, c'est l'occasion aussi de vous dire que vous avez des ouvrages, notamment sur le mind mapping, ce qu'on appelle aussi parfois les chemins, les schémas heuristiques. C'est l'occasion de vous livrer des outils, une méthode pour nous aider à structurer notre pensée. Et c'est bien notre vocation, vous aider à structurer votre pensée, notamment avec l'objectif SMART, pour vous aider à vous mettre en chemin. On retrouve une activité Bicast, Christophe? Oui, tout à fait. Tu nous en as parlé, François, tout à l'heure. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'identifier une intention professionnelle. Ah, ça serait quoi votre intention professionnelle du moment? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, donc l'idée, c'est que tu incites nos auditeurs là, à se choisir, puisqu'on est dedans, là, justement, passage à l'acte, on y va. Voilà. Hein, ça serait quoi votre intention professionnelle du moment? Quel est votre, on pourrait dire, votre plus grand vœu
Quel est votre souhait? Décrocher le poste que je désire. Très bien. Ça, c'est une belle intention. Garder l'équilibre vie-travail. Vaste programme, dirait De Gaulle. Garder l'équilibre professionnel-travail. Vaste sujet, hein. Comment traduire ça ensuite en objectif SMART? Et déjà, formuler vos intentions. Allez, on attend encore quelques intentions. Allez, allez-y, c'est une manière de vous engager d'ailleurs. Hein. Personnellement, hein, on ramasse pas les copies. Qu'est-ce qu'on a là à l'écran, là, Christophe? Trouver un poste en marketing. Très bien. Bon, ben, il va falloir appeler Praxis alors. Hein. Trouver un poste en marketing. Trouver un poste en marketing, bah oui, vous voyez, ça c'est un désir, c'est une intention et c'est le début. Hein. J'ai envie de laisser cette activité ouverte, donc vous pouvez continuer à nous envoyer les intentions. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le vrai exercice que vient de nous proposer François, c'est de traduire cette intention en objectif SMART. Comment je la transforme en objectif spécifique? Qu'est-ce que je mesure? Qu'est-ce que j'accepte de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce qui me paraît réaliste? Et qu'est-ce que je me donne comme objectif de temps? Donc ça, c'est l'exercice qu'on vous propose à la suite de ce webinaire, c'est de transformer ces intentions en objectifs SMART. Et vous pouvez nous les envoyer sur nos adresses mail ou vous les envoyez à Jacqueline qui nous les fera suivre, à votre interlocutrice Jacqueline, elle nous les fera suivre pour voir si on a passé le bon message et puis pour vous faire un retour en vous disant oui, effectivement, ça répond aux questions, on aurait trouvé cette précision, on aurait apporté ça. Voilà. Partez d'une intention et traduisez-la en objectif SMART et ça vous permettra de faire un retour du webinaire à Jacqueline. Et puis une fois qu'on a défini nos objectifs SMART, bah, c'est bien, mais il reste encore à les atteindre. François, qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre? Il y a encore du boulot derrière alors quoi. Ok, allez, on laisse l'activité ouverte. Il y a encore des choses qui sont tombées. Devenir millionnaire. Ah ben ça c'est mesurable. Ça déjà c'est mesurable. J'en sais rien. 1 million, 2 millions, 3 millions. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Donc c'est 1 million. C'est 1 million. Allez, je veux devenir millionnaire à l'unité. Ben oui, devenir millionnaire. Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi être millionnaire? En quelle monnaie? Combien? Millionnaire en quoi? Millionnaire en rêve? Millionnaire en voiture? Millionnaire en argent? Enfin bon, voilà. Déjà, mais alors, je voudrais dire une remarque aussi. Moi, je vous invite à saisir l'opportunité qui vous est donnée là d'écrire. Balancez le truc que vous avez sur le cœur et que vous avez envie d'atteindre, parce que l'écrit a une force très très puissante. Un des trucs que les gens utilisent pour atteindre leurs objectifs, c'est de les formaliser par écrit. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Si déjà vous ne faites pas le travail de formaliser votre intention et votre objectif SMART, qu'est-ce que ce sera quand il faudra vraiment se mettre au boulot, quoi? Ah, c'est ce que je dis des fois de manière un peu provocatrice à mes clients. Ah non, mais je le sais, oui, c'est bon. Et je dis, mais si déjà tu peines dans la côte, là, parce qu'il faut écrire ton objectif SMART, qu'est-ce que ça va être quand il va falloir se lever tôt et se coucher tard, hein? François, on vient de recevoir une autre intention, augmenter son salaire. Effectivement, c'est une superbe intention. Mais comment je la transforme en mesurable? C'est quoi? C'est 0,3% que je veux ou c'est 40% de mon salaire en augmentation? C'est pas du tout la même chose. Allez, je laisse ouvert, continue à remplir. J'arrête juste de la partager à l'écran. Voilà, comme ça on retrouve François. Ok. Très bien. Allez, maintenant on va se parler d'un truc assez extraordinaire aussi de notre point de vue. C'est, en fait, ça pourrait être la question, comment font ceux qui, mieux, peut-être plus facilement et plus rapidement atteignent leurs objectifs? C'est quand même fascinant de se poser cette question. Ça a été l'objet pour nous de recherche, d'études. On est allé regarder ce que les universités les plus avancées proposaient sur le sujet, ce que les instituts d'enquête nous avaient proposé. Et puis, en le confrontant à notre expérience, on en a ressorti six grands principes. Pareil, la réussite, ça passe par un boulot, un job. Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est intention, objectif SMART. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, voilà, on va pouvoir vous guider. J'aime bien cette image parce qu'elle représente vraiment, de mon point de vue, la représentation d'un rêve et d'un projet transformé en réalité extrêmement concrète. En juillet 69,
un homme pose le pied sur la Lune, enfin, il y a d'abord un objet spatial qui vient se poser sur la Lune, et puis ensuite un être humain qui met le pied sur le sol lunaire. Ça, c'est extrêmement concret, et c'est la conséquence d'un objectif clairement défini. Donc, spécifique. Qu'est-ce que c'est que la conquête spatiale? Pour l'Amérique de cette époque, c'est la Lune. Mesurable, c'est poser un objet et un être humain sur le sol lunaire. Accepter, oui, parce que c'était dans le projet politique du candidat Kennedy. Réaliste, je le rappellerai, j'ai plus en tête le chiffre exact, je crois que c'est 0,30%, 0,3% du PIB de l'Amérique qui a été consacré sur une dizaine d'années à l'atteinte de cet objectif. 0,3% du PIB de l'Amérique. Donc on met les moyens. C'est ça le réalisme des fois, c'est aussi mettre les moyens. Hein. Moyen temps, moyen argent. Et puis derrière, oui, il y avait des échéances et on a tous en tête à peu près la date à laquelle cette réalisation a été faite. Un certain nombre de principes, j'en compte 6 que je vais vous livrer ici là. Intention, objectif SMART, pour l'atteindre, d'abord, listez quels sont tous les bénéfices que vous allez atteindre, que vous allez pouvoir retirer de ce succès. Il peut y avoir des bénéfices matériels, assumez-les, des bénéfices peut-être même financiers, soyez au clair vis-à-vis de ça. Il peut y avoir aussi des bénéfices psychologiques. Qu'est-ce que je vais retirer en termes de fierté? Qu'est-ce que je vais retirer en termes d'image de moi? Qu'est-ce que je vais retirer en termes d'image que les autres peuvent avoir vis-à-vis de moi? Posez par écrit les bénéfices matériels et psychologiques de l'atteinte de vos objectifs. Deuxièmement, je dirais que nous, chez Praxis Développement, on est très adeptes de la psychologie positive. On sait aussi que de temps en temps, l'être humain bouge ses fesses quand il prend conscience que s'il ne change pas, il va dans le mur. Ou que s'il ne bouge pas, il n'atteindra pas ses objectifs. Et que s'il n'atteint pas ses objectifs, il faut se mettre en face des conséquences fâcheuses. Pareil, je vous invite à lister, répertorier les conséquences matérielles, financières, très concrètes, et également les conséquences fâcheuses de la non-atteinte d'un objectif qui peuvent être également des conséquences psychologiques, émotionnelles, en termes d'image de soi. Ça peut être des choses aussi, il peut y avoir des conséquences à court, moyen ou long terme. Vous voyez, je vous livre quelques trucs et quelques ficelles. Donc, par exemple, tiens, tout à l'heure, on s'est parlé de un truc très concret. Augmenter mon salaire. Mais une fois que j'ai traduit en objectif SMART, quel bénéfice positif je peux en retirer de l'atteinte? Ça, c'est la question numéro 1. Et également, si je n'atteins pas finalement ces objectifs, qu'est-ce que je vais perdre en termes de plaisir et en termes de conditions matérielles? Ensuite, j'aime beaucoup ce passage-là de la formation qu'on pourrait résumer à cette formule américaine « no pain, no gain ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gain. Moi, j'ai mis l'image sur ce diaporama de Will Smith parce qu'il a une formule qui dit la chose suivante. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Bon, alors, évidemment, l'idée, ça veut dire quoi derrière cette formule un peu choc? Ça veut dire, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour aller chercher dans ton job cette augmentation de salaire qui est pour toi une intention et que tu as traduit en objectif SMART? Qu'est-ce que tu es prêt à faire de plus et qu'est-ce que tu es prêt à faire de différent? Qu'est-ce que tu vas sacrifier pour atteindre cela? Je prends un exemple qui peut peut-être particulièrement toucher nos jeunes, nos plus jeunes, nos enfants. Je ne crois pas qu'il y ait d'étudiants brillants qui fassent de grandes études sans sacrifier quelques soirées, quelques week-ends, peut-être même quelques journées de vacances et quelques nuits sereines, ça c'est sûr. Voilà. Ça illustre bien cela. Si on n'est pas capable de poser par écrit et de se mettre au clair sur les sacrifices qu'on est prêt à mettre dans la balance, il y a très peu de chances qu'on atteigne son objectif. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la balance? C'est ce qui fait que, au fond, le prix de vos victoires, le prix de votre succès, vous seul le connaissez véritablement intimement. Qu'est-ce que vous avez mis dans la bataille et c'est quoi le prix de ce succès? C'est la question des sacrifices personnels. Est-ce que je suis au clair vis-à-vis de ça?
Quatrième recommandation, c'est quoi mes 3 prochaines actions concrètes? Eh oui, parce que Audiard disait un imbécile qui marche ira toujours plus loin que 3 intellectuels qui restent assis. Ben, alors, il y a le temps de la réflexion, de la formalisation, de la mise au clair de ses objectifs et de sa stratégie. Et puis, il y a le temps d'action. Et je le disais tout à l'heure, l'action et l'audace ont du génie. Ben, soyez géniaux, faites les premiers pas, mettez-vous en mouvement. Hein, pour atteindre de grands succès, il faut se fixer des buts bien clairs, imaginer les étapes intermédiaires et se mettre en mouvement. Quelles sont les 3 prochaines actions concrètes? Et puis, on rajouterait, de manière très très précise, et quand? C'est quoi vos 3 prochaines actions concrètes et quand? Donc, par exemple, je veux augmenter ma rémunération. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais choisir de faire des actions nouvelles pour améliorer mes résultats, afin d'avoir un meilleur pouvoir de négociation vis-à-vis de mon chef? Peut-être. Est-ce que je vais faire le choix en parallèle ou même avant de rechercher un autre job, une autre fonction plus rémunératrice? Est-ce que je vais mettre au clair des propositions concrètes d'amélioration dans mon entreprise? Et ça, c'est ma première action. Je me donne comme échéance la fin de la semaine. Et puis, à l'autre échéance, fin de semaine prochaine, je vais prendre rendez-vous avec mon boss pour lui proposer, pour lui faire des offres, lui faire des propositions et ainsi me donner l'opportunité d'améliorer mes conditions personnelles de travail. 5e conseil, sur quel principe repose-t-il? Se résume à la formule suivante: l'être humain a horreur de passer pour un imbécile. Pas trop avoir l'air d'un couillon. Et quand on prend des témoins, quand on s'engage, c'est un truc qui est très connu par les toxicologues, notamment les tabacologues. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs qui nous écoutent. Arrêter de fumer, c'est très difficile, même quand on en a vraiment envie. Et bien, il y a un petit truc, c'est de prendre des témoins. C'est de s'engager vis-à-vis de personnes qui nous entourent, surtout si c'est des personnes qui comptent pour nous, qui nous sont chères. Donc pareil, choisissez-vous 3 témoins importants de votre démarche personnelle d'amélioration et de progrès. Quelles sont les personnes que je me choisis et vers lesquelles je vais aller pour me mettre au clair vis-à-vis de mes actions nouvelles et vis-à-vis de mon plan, de ma stratégie et de mes objectifs. J'ai l'intention de fumer, à qui je vais d'arrêter de fumer, à qui je vais en parler. C'est quoi mes témoins? Et puis, 6e principe, c'est de bien identifier les obstacles. Alors, assez spontanément, l'être humain aime bien imaginer que ses principaux obstacles, ce sont des obstacles extérieurs. Voilà. C'est la crise, c'est la croissance, c'est les fournisseurs, c'est le gouvernement, c'est la météo, voilà, c'est le chien qui a mangé le marteau. On aime bien se rassurer en se disant que c'est la faute de ce qui vient de l'extérieur. Et pour nous, notre conviction, nous qui adorons regarder les leviers du succès, pour nous, c'est vraiment des foutaises. C'est-à-dire, c'est des histoires pour endormir les enfants. Et surtout, ça ne sert à rien. Nos principaux obstacles, ils sont à l'intérieur de nous et il vaut mieux se mettre au clair vis-à-vis de ça. Donc, identifiez vos principaux obstacles. Nous, il y a une règle qu'on appelle la règle des 3 P sur les obstacles. Le premier, c'est la paresse. Ah, autant se le dire tout de suite. Atteindre des grands succès, ça va demander du travail. Voilà. L'auteur, je ne sais plus lequel, qui dit la gloire et le repos marchent rarement ensemble. Donc la paresse, sur quoi je risque d'être un peu paresseux? Qu'est-ce qui va? C'est formaliser mon projet, c'est aller voir mon boss, c'est travailler plus dur. Le 2e obstacle, c'est la peur. La peur, c'est quoi cette peur? La peur d'être ridicule peut-être en faisant des choses nouvelles, la peur de perdre mon temps, la peur de ne pas y arriver, le fameux aquabonisme, mais à quoi bon tout ça? De quoi j'ai peur? Je me mets en face de ça parce que le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'apprendre à gérer, à composer. En fait, à dire j'ai peur, mais je le fais quand même. J'y vais quand même. Voilà. C'est ça le courage. Quand on dit parfois, dis donc, quelle personne courageuse, il a pas peur. Il a peur. Il a peur comme tout le monde, mais il y va quand même. Et puis le 3e P, c'est le P de process. On manque de process, on manque de méthode. Il faut bien le dire, pour celui qui a envie d'arrêter de fumer, de se mettre au sport, dans l'exemple précédent, une personne avait besoin d'un planning et d'un programme.
Et c'était un appel à la méthode. Hein. On manque parfois de process pour réussir. Christophe me signale que là, nous avons un sondage. Alors, sondage. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous l'envoie tout de suite. Donc, nous avons le sondage à l'écran. Quelle est pour vous l'action la plus importante pour lever vos obstacles au succès? Est-ce que c'est d'identifier les bénéfices concrets que vous allez retirer de ce succès, matériel, financier, psychologique? Est-ce que c'est d'identifier les conséquences négatives d'une défaite? Est-ce que c'est d'identifier les sacrifices que vous êtes prêt à faire? Voilà, mettre dans la balance ce que je vais investir personnellement. Est-ce que c'est d'identifier les 3 prochaines actions? Ou est-ce que vous choisissez d'abord d'identifier vos 3 principaux témoins? On vous laisse le soin de répondre. On peut répondre qu'une seule réponse, on peut on en sélectionne une, hein, ou plusieurs, au moins une. Allez. Sélectionnez une réponse. Alors là, c'est un truc, quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est que il y a 60% des gens qui ont voté. Donc, je vais fermer le sondage. Je vais fermer le sondage. 60% des gens ont voté. Donc, là, il y a plus de la moitié des gens. Bon, les gens vont applaudir. Hein. Bravo. Et si je vous partage les résultats, Ouais. ben voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que 100% des gens, vous avez tous dit la même solution. 100% des gens estiment que l'action la plus importante pour lever les obstacles, c'est de commencer. C'est d'identifier les 3 prochaines actions à réaliser. Ben, je crois qu'on a réussi quelque chose là tous ensemble. Très bien. Parfait. Ben, bravo pour vos réponses déjà d'avoir répondu. C'est vrai que c'est vraiment amusant de partager ce retour. Hop, on reprend la suite, François. J'ai envie à ce stade de vous citer Jacques Brel, le talent, qui nous dit la chose suivante, alors de la part d'un artiste, et comme lui, c'est particulièrement parlant. Le talent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les artistes, je n'en connais pas. Le miracle naturel, je n'y crois pas. Il y a simplement des hommes et des femmes qui ont des rêves, des envies, et le reste, c'est du travail, de la transpiration, qui transpirait beaucoup, surtout sur scène, et de la discipline, du travail, de la transpiration et de la discipline. Souvent, quand quelqu'un réussit des choses fabuleuses dans le sport, dans le domaine artistique ou dans les affaires, on se dit quel talent, mais en fait, ça cache surtout beaucoup de travail, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs et beaucoup de volonté. Qu'est-ce que c'est qu'un gagnant? C'est un perdant qui a persévéré. Donc, merci pour ce partage. Et puis pour aller plus loin, des vidéos très inspirantes sur YouTube. Vous pouvez taper Dave Votel aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Les images sont vraiment extraordinaires parce qu'évidemment, on a presque 50 ans de retour. Des images de persévérance. Vous avez plus récemment le 4x400 mètres féminin au championnat d'Europe. Très, très inspirant sur la force de la volonté. The Bunker, pareil, on retrouve un film là qui a moins d'un an, très inspirant également sur comment. Là, on a deux personnes qui ont la ferme intention de réussir et comment ils vont réussir alors que eux seuls ont envie de réussir, ils n'ont que des obstacles. Et puis un ouvrage qui m'a été recommandé il y a de nombreuses années maintenant par un ami et client, Olivier, que je salue au passage, Napoléon Hill, un ouvrage qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Devenez riche étant une métaphore de la réussite et réfléchissez étant une métaphore de faire fonctionner votre cerveau. On pourrait traduire ça par faites fonctionner votre tête et réussissez dans la vie. On a encore une dernière activité Bicast. Oui. Hein, Christophe? Alors, c'est la dernière activité. François, tu nous as parlé d'optimisme à plusieurs reprises. Ouais. C'est une activité qui ressemble à la première. Alors, la première, c'était pour faire connaissance et pour voir vos premières photos. Là, l'activité que je vais lancer, hop, et que je partage. Moi, je vais la faire aussi. Hop, ça y est, elle est lancée. Elle est partagée. Hop.
Alors, n'hésitez pas à remettre à jour, hein, soit en tirant vers le bas ou vers le haut votre clavier, soit en utilisant la petite flèche arrondie. Voilà, maintenant vous savez nous envoyer une photo. Donc l'idée, c'est de nous envoyer une photo avec une question différente. C'est quel est le visage que vous faites pour communiquer de l'optimisme? Allez, c'est bon, on attend les premières photos. Voilà. Normalement, on devrait vous en envoyer une. Ah, très bien, la première photo est arrivée. Merci. Merci, on en a une. Très bien. Voilà. Très bon. On avait le Père Noël avec nous. Exceptionnel. Ok. Très bien, très bien. Ah ben, on le voit bien, le Père Noël. Bravo, tiens, on n'y a pas pensé à celle-là. Allez, vous Là. pouvez continuer à nous envoyer des Jacqueline. photos. Jacqueline, quel est le visage que vous faites pour communiquer de l'optimisme? Ah, on la voit, Jacqueline. Très bien. Allez, les Merci, autres, un peu bravo. là. Ok. On a une nouvelle photo. Merci bien. Exceptionnel. Ok, merci. C'était un plaisir de vous avoir. Que dire pour conclure? Que dire pour conclure? Ben, comme on avait un public international aujourd'hui, hein, Christophe, rentre bien dans le cadre pour qu'on puisse te voir. Hop. Hein, comme on avait un public international avec nous, franco-vietnamien, vietnamo-français, ben, on avait envie de vous dire, come on. Voilà. Voilà. Donc, merci. Merci de votre participation. C'est un plaisir. Et puis, faites ce boulot et puis faites-vous aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter Jacqueline qui aura toujours à cœur de vous aider, à nous appeler si vous voulez plus d'outils, de l'aide. Nous, notre métier, c'est de vous rendre service, de vous aider à réussir, à vous sentir bien. Donc, en nous demandant service, vous nous aidez à exister et nous-mêmes à nous sentir mieux. Donc, allez-y. Christophe ? Parfait. Jacqueline, je vois que vous êtes apparue de nouveau. Très bien. Oui, On oui. laisse Donc, le mot de la fin. je tenais à vous remercier tous les deux de votre participation et de votre temps. Également à Merci. tous nos participants d'avoir participé à ce webinaire, justement, très intéressant. Et comme a dit Christophe et François, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Praxis et autres, ou avez des questions suite à ce webinaire, je vous enverrai un petit mail après, ou demain même. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, tout ce que vos questions par exemple, et je transférerai tout ça à François et Christophe. Ok. Parfait. Eh ben, merci. Hop. Merci Jacqueline. Merci à vous en tout cas. C'était très intéressant de vous avoir et de partager ces quelques notions avec vous et à votre dispo vraiment. Soit en commentaire, soit en mail directement, soit en message en passant par Jacqueline à votre dispo et on se fera un plaisir de répondre à vos remarques.